Partout dans le monde, d'immenses et impressionnants projets de construction, des gratte-ciels aux ponts suspendus, dominent nos horizons. Comme vous pouvez l'imaginer, ces projets de construction sont réalisés à grand renfort de sang, de sueur et d'argent. Mais ils ne se déroulent pas toujours comme leurs promoteurs l'avaient prévu. En fait, des erreurs élémentaires commises dans le cadre de projets de plusieurs millions de dollars peuvent entraîner l'abandon de nouveaux bâtiments, la destruction de ponts ou l'effondrement de complexes entiers. Alors prends ton casque et accroche-toi à ton portefeuille car on va examiner quelques-unes des erreurs de construction les plus coûteuses du monde. La Gertie galopante. Les États-Unis comptent actuellement plus de 600 000 ponts. La plupart d'entre eux sont assez vieux puisque 42% des ponts américains ont été construits avant 1970. Certains d'entre eux ont été classés comme structurellement inefficaces, mais d'autres n'ont jamais duré assez longtemps pour que les gens s'en rendent compte. Lorsqu'il a été inauguré en 1940, le pont du détroit de Tacoma dans l'État de Washington a coûté 6,4 millions de dollars. Cela signifie que s'il était construit aujourd'hui, il coûterait la somme astronomique de 126 millions de dollars. À l'époque, il s'agissait du troisième pont suspendu le plus grand au monde en termes de portée principale. Pour mettre les choses en perspective, seul le célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco et le George Washington Bridge de New York dépassaient ce méga projet. Après avoir investi tant d'argent dans ce projet, les ouvriers de la construction se sont alarmés lorsqu'au cours du processus de construction, le pont a commencé à se déplacer verticalement dans des conditions venteuses. Les ouvriers ont continué à suivre la conception malgré tout, ce qui a valu au pont le nom de Gertie galopante. La pauvre Gertie n'a pas galopé longtemps, car un peu plus de 4 mois après l'ouverture du pont au public, il s'est spectaculairement effondré dans l'eau. Mais comment un tel effondrement a-t-il pu se produire ? La Gertie galopante a été le premier pont construit avec des grandes poutres en acier au carbone ancrées dans des blocs de béton. Les ponts précédents utilisaient généralement des fermes ouvertes, un cadre conçu pour soutenir la structure. La nouvelle conception a eu pour effet de dévier le vent à la fois au-dessus et au-dessous du pont, ce qui a produit un effet de balancement. Et un jour, le balancement s'est transformé en une torsion spectaculaire appelée flottement aéroélastique. Mais ce matin-là, le pont ne vacillait pas tant qu'il ne volait pas. C'est ainsi que le pont du goulet de Tacoma a sombré dans la mort par l'eau. Et il n'y a pas eu de mort, mais la dernière personne à avoir traversé le pont, Leonard Cotsworth, a perdu sa voiture et son chien, Tubby. En plus des 6,4 millions de dollars de la bévue, Cotsworth a pu réclamer un total de 50 000 dollars en monnaie actuelle pour tout ce qu'il a perdu. Pour 4 mois de traversée précaire d'un pont, c'est une facture très salée. Le Demolition Derby. Jusqu'en septembre 2021, Kunming, la capitale de la province chinoise de Yunnan, abritait 15 tours d'habitation appartenant à Yunnan Honghe Real Estate. Cependant, en raison de la volatilité du marché immobilier en Chine, les bâtiments qui ont coûté 1 milliard de yuans chinois, soit environ 157 millions de dollars, sont restés inoccupés pendant 8 ans. Après que l'entreprise de construction responsable ait manqué d'argent en 2013, les sous-sols de ces bâtiments ont été submergés par l'eau de pluie, causant des dommages irréparables. Avec l'augmentation des coûts de maintenance et l'hémorragie des fonds alloués au projet, il ne restait plus qu'une seule option, un Demolition Derby. Lors de cet effondrement spectaculaire, les bâtiments ont été détruits en 45 secondes à l'aide de plus de 6 tonnes d'explosifs répartis sur 85 000 points d'explosion. Ouais, 157 millions de dollars pour tout faire péter en un très gros tas de décombres. Débâcle des rayons mortels. Le Vdara Hotel et Spa, qui a ouvert ses portes en décembre 2009, est l'un des nombreux hôtels, spas et casinos qui bordent la bande de Las Vegas. Avant son ouverture, les coûts de construction s'élevaient à 8,5 milliards de dollars. Avec tout cet argent, on pourrait supposer que les experts ont éliminé toutes les erreurs de construction possibles, n'est-ce pas? Malheureusement, le Vdara présentait un défaut de conception fatal. Pendant 90 minutes à midi, une intense concentration de lumière provenant du bâtiment principal en verre reflétait les rayons du soleil sur un seul point dans la zone de la piscine, la rendant suffisamment chaude pour brûler les cheveux et faire fondre le plastique. Ce résultat est dû à la surface vitrée incurvée de l'hôtel, qui agit comme un réflecteur parabolique. La forme concave était accidentellement idéale pour refléter intensément la lumière du soleil et en fin de compte, la surface vitrée de l'hôtel a concentré la lumière dans une zone chaude de 3 mètres sur 3 mètres sur la terrasse de la piscine. Si un bâtiment vaut 8,5 milliards de dollars, on pourrait penser que les rayons de la mort par inadvertance sont une impossibilité architecturale. Mais si tu aimes les hôtels de type Arki Nemesis, le Vdara est fait pour toi.
Pour nous autres, ce sont 8,5 milliards de dollars qui auraient pu être dépensés pour un projet un peu moins meurtrier. Pendant que t'es ici, pourquoi ne pas cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous? Si tu le fais pas, je risque d'envoyer un rayon mortel dans ta direction. Ok, c'est fait? C'est parfait, en avant pour le prochain bâtiment. Collège KO. Si je te demande de penser aux architectes les plus célèbres en vie aujourd'hui, qui te vient à l'esprit? Aucun? Eh bien, moi aussi. Si tu n'y connais rien en architecture, tu as peut-être pensé à Frank Gehry, décrit par le magazine Vanity Fair comme l'architecte le plus important de notre époque. Les bâtiments de Gehry sont devenus des attractions de renommée mondiale. Le MIT, l'une des meilleures universités au monde, était donc ravi de nommer Gehry concepteur en chef d'un nouveau centre destiné à abriter des laboratoires de recherche novateurs en intelligence artificielle et en informatique. Connu sous le nom de Stata Center, le bâtiment a coûté 300 millions de dollars, le MIT ayant versé à Gehry 15 millions de dollars supplémentaires pour son travail. Pour tout cet argent, soit 315 millions de dollars au total, le MIT s'est vu servir un bâtiment qui ressemblait à ça. Ouais, ça fait un peu mal au cerveau. Gehry est connu pour ses conceptions originales et avant-gardistes, et le centre Stata repousse certainement les limites du bon goût à mon avis. Outre son apparence particulière, le Stata Center était également sujet à des fuites, des fissures, des moisissures et des problèmes de drainage. La neige et la glace tombaient dangereusement en cascade des jardinières et autres zones de projection. Une conséquence des murs non conventionnels et des angles radicaux du bâtiment. Le MIT a donc dû dépenser 1,5 million de dollars supplémentaires pour les réparations, pour lequel il a à juste titre intenté un procès au bureau de Gehry. Mais les poursuites ont été abandonnées après que les deux parties soient parvenues à une conclusion à l'amiable. Aussi attrayante que soit le site, beaucoup l'ont jugé trop peu pratique, faisant du Stata Center un désastre à 300 millions de dollars. Désastre d'1 milliard de dollars. Souvent appelé The Hancock, le 200 Clarendon Street de Boston devait ouvrir en 1971 mais a été retardé jusqu'en 1976. Au cours de cette période, les estimations initiales du coût du bâtiment de 100 étages ont explosé, passant de 75 millions à 175 millions de dollars. En monnaie actuelle, ça représente 512 millions de dollars, et la somme astronomique de 850 millions de dollars. Et une fois la tour ouverte, l'hémorragie financière s'est poursuivie. Au cours du processus d'excavation du site, des murs de soutènement temporaires en acier ont été érigés pour créer de l'espace. Ce que les concepteurs n'avaient pas vu venir, cependant, c'est que les murs de soutènement en acier finiraient par se déformer sous l'argile et la boue qu'ils étaient censés retenir. Le sol s'est alors déplacé, ce qui a endommagé les lignes électriques, la chaussée et les bâtiments voisins tels que l'église historique Trinity Church, qui a gagné un procès de 11 millions de dollars. Ce sont donc 53 millions de dollars supplémentaires qui ont été ajoutés à la facture en monnaie actuelle. Ça aurait pu être la fin des malheurs du bâtiment, mais The Hancock n'a pas eu cette chance. Ce qui avait d'abord semblé être une nouvelle idée de conception innovante, l'utilisation de verre bleu réfléchissant sur le squelette externe de la tour, s'est avéré être une autre faille dans la conception du bâtiment. Peu après l'ouverture, les panneaux de verre bleu ont commencé à se détacher et à s'écraser sur le trottoir en contrebas, sans avertissement. Ce site risquait de transformer les piétons de passage en crêpes de trottoir, et la police a finalement décidé de fermer les rues en contrebas alors que la vitesse du vent dépassait les 45 miles par heure. Il s'est avéré que les panneaux de verre se détachaient en raison de la contrainte thermique répétée causée par l'expansion et la contraction de l'air entre les panneaux intérieurs et extérieurs du bâtiment. Au final, les 10 344 panneaux ont dû être remplacés, ce qui a coûté 5 à 7 millions de dollars supplémentaires. Aux monnaies d'aujourd'hui, ça reviendrait à 44 millions de dollars. Et non, on n'a pas encore terminé. Tous les gratte-ciel se balancent un peu, mais c'est censé être si minime que les occupants du bâtiment ne le sentent même pas. Et tu te doutes bien que c'est pas le cas pour The Hancock. En fait, les occupants des étages supérieurs du bâtiment ont commencé à souffrir de mal des transports tant le bâtiment oscillait sous l'effet du vent. Un amortisseur de masse accordé, conçu pour absorber les vibrations mécaniques, a dû être installé au 58e étage, ce qui a coûté 3 millions de dollars supplémentaires, soit 18,6 millions de dollars actuels. Au total, les coûts s'élèvent aujourd'hui à plus de 966 millions de dollars. C'est peut-être 34 millions de dollars de moins qu'un milliard, mais tu sais quoi? C'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut dire sans risque que le 200 Clarendon Street est un désastre à 1 milliard de dollars. Skeletor. Au milieu des années 1970, la Pologne avait de grands projets pour Cracovie, notamment la construction de l'immeuble le plus haut de la ville d'une hauteur de 1000 mètres. Cependant, en raison de contretemps et de problèmes en cours de route, il a fallu plus de 45 ans pour que la tour Unity, aujourd'hui baptisée la Unity Tower, soit achevée.
La construction a débuté en 1975, mais a été interrompue en 1979 en raison de la situation politique qui a vu la Pologne soumise à la loi martiale en 1981. Les bouleversements qui ont suivi ont laissé le bâtiment inachevé. Tout ce qui existait alors était le squelette extérieur de la tour, abandonné au milieu de la ligne d'horizon. C'est ainsi que le public polonais à l'esprit vif a surnommé la tour Skeletor, ou Skeletor comme le méchant de He-Man. Skeletor est resté là à faire peur à tout le monde pendant des décennies, jusqu'à ce que le projet suscite un regain d'intérêt en 2007. Un plan a été soumis pour augmenter la hauteur du bâtiment de 90 mètres à 130 mètres, mais le projet a été rejeté par le Conseil provincial de conservation. En 2005, cet exosquelette en ruine était évalué à seulement 30 millions de zlotys, soit 9,9 millions de dollars en monnaie actuelle. Ce n'est qu'en 2020, à l'adresse qu'il a finalement été achevé au prix exorbitant de 113 millions de dollars. Tu penses peut-être que Skeletor est une sorte d'outsider, une histoire à succès longtemps attendue qui s'est finalement épanouie contrairement au reste d'entre nous en l'an 2020 ? Eh bien, détrompe-toi. Si on considère que l'intention initiale était de transformer le centre de Cracovie en un mini-Manhattan, le fait qu'il ait fallu 45 ans pour achever un seul gratte-ciel n'est rien de moins qu'un énorme échec. Ville de l'inclinaison. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la tour de Pise ? Ce monument italien emblématique est connu dans le monde entier pour son inclinaison caractéristique, car il a été construit sur un sol meuble qui ne pouvait pas supporter son poids. Plus de 5 millions de touristes visitent la tour chaque année, mais ils sont loin d'être aussi nombreux à visiter l'état de Sao Paulo au Brésil. Ce qui est surprenant, c'est que Pise n'a qu'une tour penchée, alors que Sao Paulo s'enorgueillit d'une ville entière appelée Santos. Tout comme la tour, le problème des bâtiments de Santos se trouve dans le sol. Sous une couche de sable de 10 mètres de profondeur se trouve une couche d'argile d'une profondeur de 98 à 131 mètres. En règle générale, l'argile ne réagit pas bien à la construction de grandes structures, mais jusqu'en 1968, il n'y avait aucune restriction quant aux fondations pouvant être utilisées pour des bâtiments à plusieurs étages. Les bâtiments ont généralement des fondations d'une profondeur de 50 mètres, mais à Santos, les fondations n'atteignent que 4 à 5 mètres. Lorsque les constructeurs se sont rendus compte que les bâtiments s'inclinaient avec le temps, des lois ont été adoptées pour réglementer ce qui pouvait être construit à Santos et sur quelle surface. On pourrait penser que ces tours ont été abandonnées ou démolies. En fait, des gens y vivent encore poursuivant leur vie déséquilibrée. Des efforts ont été déployés au niveau local pour redresser les bâtiments, mais seul l'un d'entre eux a bénéficié de ce traitement. L'amélioration de ce seul bâtiment a coûté à l'État de Sao Paulo 1,5 million de dollars. Le fait que la ville se soit arrêtée après avoir corrigé un seul bâtiment montre à quel point elle considérait cette dépense comme un gaspillage. Le problème le plus coûteux est cependant celui des propriétaires. Lorsque l'inclinaison des bâtiments est devenue visible, la valeur des propriétés a chuté. Cela signifie que si les propriétaires devaient vendre leur maison, ils subiraient une perte considérable. Que ferais-tu dans cette situation ? Réduire tes pertes et liquider tes biens ou continuer à vivre dans un appartement déséquilibré ? Dis-le moi dans les commentaires. Le Grand Sanpung. En prévision des Jeux Olympiques d'été de 1988, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a connu une période intensive de développement urbain. Une partie du projet consistait en la construction du grand magasin Sampoong, prévu à l'origine comme un immeuble d'appartements. Le futur président Lee Jun a décidé, après le début des travaux, d'en faire un grand magasin. L'accent étant mis sur le commerce et non sur l'hébergement, de nombreuses colonnes de soutien ont disparu et ont été remplacées par de nouveaux escaliers roulants lorsque le concepteur initial a protesté contre le fait que cela rendrait le bâtiment dangereux. Lee Jun l'a licencié. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'entrepreneur a ajouté un 5e étage à la conception pour faire place à une patinoire ou à une série de restaurants. Dans le reste du bâtiment, la priorité a été donnée à l'espace au sol. Plus d'espace signifiait plus d'opportunités commerciales. Tous ces changements ont permis à un bâtiment très peu sûr d'ouvrir ses portes au public le 7 juillet 1990. Des fissures étaient apparues au plafond depuis l'ouverture, mais Lee et l'équipe de direction n'en avaient pas tenu compte. Le matin du 29 juin 1995, les fissures se sont considérablement aggravées. La direction du magasin n'a pas évacué le bâtiment parce que, signe qu'il s'agissait vraiment d'argent froid et dur, nombre de clients étaient anormalement élevés. Ils ne voulaient tout simplement pas perdre les recettes de la journée. Cette décision s'est révélée être une erreur cupide et fatale. À 17h, le plafond du 5e étage s'est enfoncé et à 17h52, des craquements conduisirent les ouvriers à donner l'alerte et à évacuer le bâtiment. Mais il était trop tard. Le toit principal s'était effondré, les colonnes de soutien ont implosé et toute l'aile sud du bâtiment s'est effondrée jusqu'au sous-sol. 1944 personnes furent blessées, dont 502 mortellement. Les dommages matériels causés par la catastrophe ont coûté environ 216 millions de dollars à l'époque, soit 364 millions de dollars selon les normes actuelles.
Et c'est sans compter les indemnités que la direction peu scrupuleuse a été obligée de verser aux familles des victimes. Dans un premier temps, les familles ont demandé une moyenne de 361 000 $ chacune, mais on ne leur a offert que 220 000 $. Les paiements étaient terminés en 2003 et avaient coûté aux propriétaires 300 millions de dollars au total. Ce montant comprenait la totalité de la fortune personnelle de Lee Jun, ce qui signifie qu'il a fini par tout perdre à cause de son processus de construction contraire à l'éthique. Et si tu veux mon avis, c'est bien fait. L'Hôtel Doom. Parmi toutes les choses que l'on peut dire sur le royaume ermite de la Corée du Nord, personne ne peut remettre en question la fierté du gouvernement pour ses propres réalisations. À la fin des années 1980, les autorités nord-coréennes ont réalisé que, si New York avait la Statue de la Liberté, Paris la Tour Eiffel et Rio de Janeiro le Christ Rédempteur, Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, n'avait pas de joyaux dans son ciel. Pour mettre fin à cette situation, la première pierre de l'hôtel Ryugyong a été posée en 1987. Conçu pour faire plus de 300 mètres de haut, pour abriter au moins 3000 chambres d'hôtel et comprendre 5 restaurants tournants avec des vues panoramiques sur la ville, l'ouverture était prévue pour 1989. Cependant, à la fin de la décennie, l'hôtel était loin d'être terminé. Le squelette extérieur a finalement été achevé en 1992. Les couches extérieures étant terminées, les constructeurs ont peut-être réalisé que la Corée du Nord était un état frontalier fermé qui, avouons-le, n'attire pas beaucoup les touristes. Et ils ont laissé l'intérieur vide. Sans fenêtres et caverneux, l'hôtel Ryugyong est resté abandonné et inachevé depuis lors. Dans une tentative de réaffectation de la bavure, le Ryugyong Hotel a d'abord été revêtu de métal et de verre avant d'être équipé de lumière LED qui le transformait en un spectacle de lumière la nuit. S'il est vrai que la bête creuse a l'air plutôt séduisante, les travaux de construction continuent de s'arrêter et de recommencer. Ce bâtiment est le bâtiment vide le plus haut du monde. Et ce, même avant de parler de coûts. Le coût de production de ce désastre est estimé à 750 millions de dollars. Ça représente 2% du PIB de la Corée du Nord. L'hôtel Ryugyong peut donc non seulement prétendre au titre de plus grande métaphore du pays du monde, mais aussi à celui de plus grand gaspillage d'argent du monde. La plus haute tragédie du monde. La Jeddah Tower, qui devait atteindre une hauteur de 1000 mètres et détrôner le Burj Khalifa de 85 mètres en tant que bâtiment le plus haut du monde, était prête à faire la fierté de l'Arabie Saoudite. Le gratte-ciel comprendrait plus de 700 chambres d'hôtel et d'habitation sur 167 étages, et les gens se déplaceraient dans la tour grâce aux ascenseurs à 2 étages les plus rapides au monde, atteignant une vitesse de 9,7 mètres par seconde. Si tout cela semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en quelque sorte le cas. Avec un coût estimé à 1,23 milliard de dollars, la construction a commencé en 2013 avec assez d'acier pour 8 tours Eiffel et assez de béton pour 6 barrages ouverts. Tout se déroulait comme prévu, mais avec l'achèvement du 63e étage, le développement s'est soudainement arrêté. La Jeddah Tower devait ouvrir ses portes en 2017, mais plusieurs problèmes contractuels ont entraîné un léger retard. Puis en 2018, l'enfer s'est déchaîné. Une série de purges d'anticorruption ont fait rage dans toute l'Arabie Saoudite, saisissant des milliards de dollars d'actifs à des centaines d'hommes d'affaires, dont l'un était responsable de la tour de Jeddah. Depuis lors, la construction de la tour n'a plus progressé. Bien que le consortium qui finance le gratte-ciel ait fait part de son intention d'achever le projet, aucune date de fin n'a été confirmée. En l'état actuel des choses, la Jeddah Tower est donc inutilisable, inachevée et incroyablement chère. Qui sait si nous verrons un jour la Jeddah Tower terminée. Mais si ce n'est pas le cas, c'est 1 milliard de dollars de plus dans les toilettes de la construction mondiale. Le barrage du danger. 188 000 personnes vivant en Caroline du Nord ont eu une surprise en février 2017 lorsqu'elles ont reçu un avis officiel les invitant à évacuer leur domicile. Tu te demandes quel était le danger? Eh bien, pour connaître la réponse, il faut se familiariser avec le barrage d'Oroville. Le barrage d'Oroville, le plus haut des États-Unis, a été construit pour un coût de 25 millions de dollars afin de répondre à plus de 200 millions de dollars de dégâts matériels causés par les inondations survenues dans le nord et le centre de la Californie entre 1955 et 1956. Le barrage a fait son travail pendant 49 ans, jusqu'à l'hiver 2017. Cette année-là, quand il pleuvait à verse. Des fortes pluies, le niveau d'eau du réservoir a dangereusement augmenté et a été progressivement évacué par l'évacuateur de crue du barrage. Mais soudain, une fissure est apparue dans le déversoir, et peu de temps après, elle s'est transformée en un cratère de 80 mètres. Pris de panique, les autorités ont coupé l'eau du déversoir principal, mais le niveau du déversoir a continué de monter. Le seul mécanisme de sécurité était un déversoir d'urgence jamais utilisé, conçu pour déverser l'eau dans la rivière Feather située à proximité.
Cependant, à mesure que l'eau s'écoulait par le déversoir d'urgence, elle provoquait une érosion qui menaçait de rompre le barrage tout entier et de provoquer des inondations dévastatrices. Heureusement, le barrage en tenue, et les 188 000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles en toute sécurité. Après une enquête approfondie, il a été révélé que cette épreuve aurait pu être évitée. Pourquoi? Parce que le déversoir avait été construit sur un sol rocheux instable. En conséquence, le béton qui séparait les milliards de litres d'eau du substrat rocheux s'est usé comme du papier. Et une série de défaillances systématiques ont fait que personne n'a pris la peine de vérifier minutieusement pendant près de 50 ans. Les dégâts ont été dévastateurs et les réparations ont coûté la somme monumentale de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 455 millions de dollars par rapport aux estimations initiales. Pour un barrage qui a coûté moins de 25 millions de dollars, ce sont des réparations un peu coûteuses. La maladresse d'un pont de verre. Pendant quelques années, les ponts en verre ont fait fureur en Chine. Ouais, t'as bien entendu, des ponts suspendus en verre. Il existe plus de 2300 pièges à touristes transparents disséminés dans toute la Chine. Le plus grand et le plus célèbre, situé dans les montagnes de la province de Hunan, mesure 375 mètres de long et a été inauguré en décembre 2016 pour un montant de 48 millions de dollars. Et c'est qu'un seul pont. Si tu as regardé Squid Game récemment, tu te demandes probablement si ces ponts en verre sont sûrs. La plupart d'entre eux sont constitués de vitres de 50 mm d'épaisseur, des poutres en acier et de ciment renforcé et semblent donc tout à fait sûrs. Les autorités chinoises ont même organisé de nombreux événements très médiatisés pour prouver la sécurité des ponts, y compris comme frapper le verre à coups de masse et faire passer des voitures pleines de gens sur ces derniers. Cependant, à l'époque, il n'existait aucune norme nationale pour les attractions en verre de ce type, ce qui a entraîné de nombreux accidents mortels dans plusieurs provinces chinoises. En 2019, toutes les attractions de verre de la province chinoise de Hebei ont été fermées à la suite de graves problèmes de sécurité et n'ont pas été rouvertes depuis, réduisant à néant des millions de dollars de travaux de construction. Et ce n'est pas tout. En 2021, dans la province de Jilin, un touriste s'est retrouvé bloqué sur un pont de verre endommagé par un coup de vent. Plusieurs vitres se sont détachées de la structure principale sous l'effet de vent violent, piégeant le touriste au milieu du pont. L'homme a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins et un soutien psychologique, et tout le complexe hôtelier auquel appartenait le pont a été fermé. Une réglementation stricte ne tardera pas à être imposée sur tous ces ponts non réglementés, et lorsque ce sera le cas, il y a fort à parier que le coût de leur modernisation et de leur réparation sera assez extravagant. Espérons qu'entre-temps, plus aucun touriste n'aura à payer de sa vie ces erreurs de construction. Champlain. Faisant partie d'un complexe de 3 habitants dans la ville de Surfside, en Floride, Champlain Tower South contenait plus de 130 appartements. 80 d'entre eux étaient occupés. Construit en 1981, l'immeuble était l'un des nombreux condominiums bordant le front de mer, à l'exception d'une différence essentielle. Des promoteurs avaient construit un parking au niveau du sol sous les unités d'habitation. Non seulement c'était pratique pour les propriétaires, mais le parking servait également de support structurel au reste du bâtiment. Cependant, en 2018, les résidents ont remarqué que les infiltrations d'eau corrodaient l'acier renforcé. Les problèmes ont été signalés, mais rien n'a été fait. Et le problème s'est donc aggravé en avril 2021. Un programme correctif de 15 millions de dollars avait été approuvé, mais aucun travail n'a jamais été effectué. Quelque part entre l'érosion des structures de soutien et le niveau du sol, la subsistance des terres et un processus de construction suspicieusement corrompu, Champlain Tower South est devenu un accident en attente de se produire. Jusqu'en juin 2021. Tu l'as deviné, les tours Champlain Sud se sont partiellement effondrées sans avertissement, et seules 35 personnes ont été sauvées des décombres. Il s'agit de l'une des défaillances structurelles les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis, ce qui a coûté à elle seule près d'1 milliard de dollars en indemnités. Pour des problèmes qui auraient pu être réglés avec 15 millions de dollars de travaux, c'est une erreur impardonnable. Glencairn. Dans les années 1960, les gratte-ciel étaient les maisons du futur. Toutes les grandes villes d'Écosse étaient envahies par ces villages dans le ciel, autrefois considérés comme le summum de la mode architecturale. En 2011, cependant, les temps ont changé et les villages dans le ciel comme la tour Glencairn à Motherwell sont considérés comme des taches dans le paysage urbain. À tel point que le conseil municipal a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à l'insécurité et à la laideur du bâtiment. Les travaux de rénovation étant estimés à 10 millions de livres, soit environ 13 millions de dollars, le conseil du North Lanarkshire a décidé que la meilleure solution était la démolition pure et simple. Mais ce plan s'est heurté à de nombreux problèmes de coût. Le prix initial de la démolition s'élevait à un peu moins d'1 million de dollars. Mais lorsque de l'amiante mortel a été identifié dans toute la tour, 500 000 dollars supplémentaires ont été ajoutés à la facture.
Ça peut sembler peu par rapport aux milliards que nous avons vu gaspiller pour certains bâtiments, mais il faut garder à l'esprit que tout cela est relatif. 1 million de dollars, c'est beaucoup pour démolir des logements sociaux. La démolition d'une maison moyenne coûte environ 10 000 dollars. En plus de ces coûts incroyables, la tour Glencairn a fait l'objet d'une démolition vraiment incroyable. Même si elle a coûté 166% du coût initial, la Glencairn Tower n'a jamais été remplacée par des logements plus abordables. Ce qui signifie que non seulement les promoteurs ont cassé leurs petits cochons, mais que les habitants se sont également retrouvés sans logement. L'ensemble de cette opération peut donc être qualifié de bourde monumentale. Parmi ces calamités de construction, quelle est celle qui, selon toi, a été la plus grosse? Ou peut-être penses-tu qu'une partie de cet argent a été bien dépensée? Donne-moi ton avis dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.